Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Raymond Ndongsima nommé Premier ministre de transition au Gabon. À 68 ans, le nouveau chef du gouvernement a déjà assumé cette fonction sous la présidence d'Ali Bongo Ondimba, un poste qu'il avait occupé de 2012 à 2014 avant de s'éloigner du pouvoir. Le bilan du premier sommet africain sur le climat, temps fort de cet événement, l'adoption de la déclaration de Nairobi, un rendez-vous qui s'est tenu en prélude à la COP28 prévue à Dubaï. Et puis coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby ce 8 septembre, 2 équipes africaines sont en lice, les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le Mali de nouveau endeuillé après une double attaque terroriste. Les 2 offensives sont survenues ce jeudi 7 septembre. La première ciblait le bateau Tombouctou sur le fleuve Niger. La seconde avait quant à elle pris pour cible une base de l'armée située à Bamba, ville de la région de Gao située au nord-est. Le bilan humain encore provisoire est lourd. Le gouvernement déplore la mort de 49 civils et 15 militaires. Un deuil national de 3 jours a été décrété par les autorités à compter de ce vendredi 8 septembre. La double offensive a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une organisation terroriste affiliée à Al-Qaïda. Par ailleurs, le gouvernement affirme qu'une riposte menée par l'armée aurait permis de neutraliser une 50aine de terroristes. L'actualité, c'est aussi la nomination au Gabon d'un Premier ministre de transition. Raymond Ndongsima a été désigné ce 7 septembre chef du gouvernement par le président de transition Brice Oligui Nguema, une fonction qu'il avait déjà occupée de 2012 à 2014 sous la présidence d'Ali Bongo Ondimba. Raymond Ndongsima avait par la suite décidé de s'émanciper du pouvoir. Il s'était aussi présenté au présidentiel de 2016 et 2023 face au président déchu. Le nouveau Premier ministre devra à présent nommer la nouvelle équipe dirigeante. À ce propos, il espère remettre d'ici 3 à 4 jours une proposition au président de transition. Je vous propose d'écouter le porte-parole de la junte. Le président de la transition, chef de l'État, décrète, article 1er, le présent décret, pris en application de la charte de la transition, porte nomination du Premier ministre, chef du gouvernement de la transition. Article 2, est nommé Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, M. Raymond Ndongsima. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Plus d'une semaine après le sommet des BRICS, le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est adressé à la nation le 3 septembre. L'occasion pour le chef de l'État de dresser un bilan de ce rendez-vous où les discussions ont notamment porté sur le potentiel de la zone de libre-échange continentale africaine entrée en vigueur en janvier 2021. Selon le dirigeant sud-africain, la ZLECAf peut permettre au continent de devenir un producteur de produits manufacturés. Nathalie Mo. 11 jours après la clôture du 15e sommet des BRICS, le président sud-africain, hôte de l'événement, a dressé un premier bilan. Dans son adresse à la nation du 3 septembre 2023, le dirigeant sud-africain a souligné la volonté des BRICS de faire passer l'Afrique de continent essentiellement exportateur de matières premières à future frontière mondiale d'exportation de produits manufacturés. Dans cet élan, la ZLECAf et la diversification des partenariats économiques sont des opportunités que le président Cyril Ramaphosa invite l'Afrique à saisir pour son développement. De son côté, le club économique s'est élargi à 11 membres, ouvrant la porte à l'Égypte et l'Éthiopie, entre autres. Grâce à des BRICS élargis, nous serons en mesure de mieux aligner les voix des pays qui recherchent un système mondial de gouvernance, financier, d'investissement et commercial plus juste, basé sur des règles claires qui s'appliquent de manière égale à tous les pays. Un BRICS élargi signifie également que nous serons en mesure d'exporter davantage de nos produits vers les principaux marchés et, par conséquent, nous serons en mesure de produire davantage et de créer davantage d'emplois.
Le président Cyril Ramaphosa a également tenu à clarifier que son pays n'est pas impliqué dans les accusations de livraison d'armes à la Russie contre l'Ukraine. Il a regretté l'impact de ces allégations sur la monnaie sud-africaine, l'économie du pays et sa position dans le monde. En mai 2023, le chef d'État a nommé un comité d'enquête sur l'amarrage d'un navire russe dans la base navale de Simonstown, dans la province du Cap-Oriental. Le comité a constaté qu'il n'y avait aucune preuve pour étayer l'affirmation selon laquelle le navire transportait des armes d'Afrique du Sud à destination de la Russie. Le panel a établi que le navire a accosté à Simonstown pour livrer des équipements qui avaient été commandés pour la Force de défense nationale sud-africaine en 2018 par Arms Corps, la société d'approvisionnement en armes du pays. Au 15e sommet des BRICS, qui s'est tenu du 22 au 24 août 2023, 46 délégations sur 66 présentes étaient africaines. L'engouement de l'Afrique pour les BRICS se justifie par la politique de non-alignement du groupe, ainsi que le soutien de ses États membres à une réforme globale des Nations Unies, y compris de son Conseil de sécurité, en vue de la rendre plus démocratique, représentative, efficace et efficiente. Au Cameroun, l'économie nationale tend à se diriger vers une spirale inflationniste. C'est la mise en garde lancée par l'Institut national de la statistique en début d'année. Une spirale qui semble s'amplifier. Le taux d'inflation du pays a atteint 7,7% à la fin du mois de juin dernier. Marie-Raphaël Antolo. Le Cameroun a enregistré la plus forte hausse de l'inflation sur un an avec un taux de 7,7% à fin juin 2023 selon la Commission des États de l'Afrique centrale. Il dépasse ainsi de 2,5 fois le seuil de 3% fixé par la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Dans la sous-région, c'est la plus forte progression des prix à la consommation finale des ménages sur la période sous revue d'après la CEMAC. Les conséquences de cette inflation sont d'ordre microéconomique. Ça va de soi, lorsqu'il y a inflation, c'est clair, le pouvoir d'achat du consommateur ou du ménage baisse. Et lorsque le pouvoir d'achat du consommateur baisse, la conséquence c'est que le panier de biens va diminuer. Les services auxquels on pouvait avoir accès vont diminuer. Selon l'analyse de l'institution communautaire des États de l'Afrique centrale, le niveau général des prix dans le pays a progressé aussi rapidement du fait surtout du regain de 13,7% des prix de produits alimentaires et de 8,1% des coûts des transports. Dans le même temps, les meubles, les articles de ménage et entretien courant du foyer ainsi que les services de restaurants et hôtels ont également connu des hausses respectives de 8,6% et 7,3%. Le Cameroun ayant une production faible, que ce soit sur le plan agricole, sur le plan industriel et autres, une économie qui est extravertie, une économie qui est victime d'une sous-production, qui est face à ces crises exogènes qui entraînent une baisse et un ralentissement de la production et de la demande. Par conséquent, ces deux chocs endogènes et exogènes ont amplifié l'inflation et cette inflation-là s'est généralisée depuis 2022, courant janvier 2023 jusqu'à ce jour. Selon la Commission des États de l'Afrique centrale, cette inflation pourrait s'expliquer principalement par l'augmentation des prix des huiles, des produits laitiers, des œufs, de la farine de blé, des produits halieutiques et des légumes. Ceci en raison du conflit russo-ukrainien et des chocs climatiques. Retour à présent sur le premier sommet africain sur le climat qui s'est clôturé ce 6 septembre. À l'issue de cet événement, les dirigeants africains ont adopté la déclaration de Nairobi, une déclaration qui doit permettre à l'Afrique de lutter contre la précarité énergétique. Pour atteindre cet objectif, les États africains demandent à la communauté internationale de soutenir l'augmentation de la capacité de production d'énergie renouvelable du continent. Aïcha Moyouzami. Malgré sa richesse en ressources naturelles, seulement 3% des investissements énergétiques dans le monde sont réalisés en Afrique. Le premier sommet africain sur le climat, qui s'est tenu du 4 au 6 septembre à Nairobi au Kenya, a été l'occasion pour les chefs d'État et acteurs économiques d'appeler à un régime financier plus juste, offrant un allègement de la dette afin que l'Afrique
puisse pleinement exploiter son potentiel vert et bénéficier des investissements nécessaires à la transition vers une économie propre. Le continent africain dispose d'un potentiel suffisant pour être entièrement autosuffisant grâce à un mélange d'énergie éolienne, solaire, géothermique, de biomasse durable et d'hydroélectricité. En Afrique, nous pouvons être un centre industriel vert qui aide d'autres régions à atteindre leur stratégie zéro carbone d'ici 2050. Responsable d'à peine 3% d'émissions de gaz à effet de serre, l'Afrique est paradoxalement le continent le plus vulnérable aux effets du changement climatique. L'accès au financement climatique demeure un défi majeur. Les pays africains payant en moyenne 4 fois plus pour emprunter que les États-Unis et 8 fois plus que les pays européens les plus riches selon les Nations Unies. Le plaidoyer des dirigeants africains a été soutenu par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a appelé à une réforme de ce système qu'il a qualifié de dépassé, injuste et dysfonctionnel, en insistant sur les opportunités des énergies renouvelables pour l'Afrique. Les énergies renouvelables pourraient être le miracle africain, mais nous devons le réaliser. Nous devons tous travailler ensemble pour que l'Afrique devienne une superpuissance des énergies renouvelables. Il est désormais temps de rassembler les pays africains, les pays développés, les institutions financières et les entreprises technologiques pour créer une véritable alliance africaine des énergies renouvelables. Le sommet africain sur le climat s'est achevé avec l'adoption commune d'une déclaration de Nairobi dont l'objectif est de faire du potentiel vert de l'Afrique une réalité. Pour accompagner l'Afrique dans ses ambitions, des promesses d'investissement à hauteur de 23 milliards de dollars ont été faites dans les énergies renouvelables, selon le président kényan William Ruto. Les Émirats arabes unis, qui accueilleront la COP28 cette fin d'année, ont promis 4,5 milliards de dollars. Un mot de sport à présent avec le mondial de rugby qui s'ouvre ce 8 septembre avec le face-à-face France-Nouvelle-Zélande. Une compétition qui voit aussi la participation de 2 équipes africaines, l'Afrique du Sud et la Namibie. L'Afrique du Sud qui, rappelons-le, a déjà remporté 3 trophées à son palmarès. Les précisions de José Douglas. 10e édition de la Coupe du Monde de rugby du 8 septembre au 28 octobre avec 26 équipes dont l'Afrique du Sud et la Namibie pour représenter le continent africain. La France est le pays organisateur. 9 stades ont été choisis pour la circonstance et 48 matchs seront joués. Bien placé pour nous parler de ce mondial, il s'agit d'Abdelatif Benazi, né à Oujda au Maroc, ancien international, et devenu vice-président de la Fédération française et délégué international. Écoutez, ça fait quelques années qu'on attend cet événement, cette Coupe du Monde organisée en France. Ça va être un événement exceptionnel. On sait très bien qu'en France, on sait bien organiser les événements. Il y a les Jeux Olympiques l'année prochaine, mais on a déjà fait nos preuves en 2007. On a déjà reçu la Coupe du Monde de football. Donc, sur le plan organisationnel, on est au point. La Coupe du Monde a vu le jour en 1987. L'Afrique du Sud a remporté 3 éditions. En 1995, 2007 et la dernière en 2019 où les Springboks avaient battu les Anglais 32-12. Dans le passé, le rugby a été à la fois le symbole de la ségrégation au temps de l'apartheid en Afrique du Sud et de la réconciliation sous l'impulsion de Nelson Mandela. On se souvient de l'un des meilleurs joueurs de 2007, Brian Abana, qui avait marqué les esprits. Mais que faut-il attendre des Sud-Africains pour ce mondial ? Ah oui, c'est le tenant du titre. Vous savez, c'est une valeur sûre. Je connais bien ce pays, je connais... ayant fait la Coupe du Monde de 1995 avec la présence de Feu Mandela, j'ai un souvenir intarissable. C'est un moment exceptionnel. Quant aux Namibiens, ils occupent la 23e place mondiale, ont participé à toutes les Coupes du Monde depuis 1999, mais ils n'ont remporté aucune de leurs 22 rencontres, encaissant la bagatelle de 60 points par match en moyenne. Leur meilleur résultat en Coupe du Monde est un match nul obtenu en 2019 contre le Canada. Qui a toujours été présent pendant la Coupe du Monde, qui ont aussi leur championnat qui est très important. Et je pense qu'ils peuvent faire quelques surprises. A noter que la Namibie évoluera en groupe A avec la France, l'Italie, la Nouvelle-Zélande et l'Uruguay. Premier match ce 9 septembre contre l'Italie. L'Afrique du Sud est en groupe B avec l'Écosse, l'Irlande, la Roumanie et le Tonga et jouera son premier match ce dimanche 10 septembre contre l'Écosse.
Dans l'actualité sportive, toujours un point sur les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football prévue en 2024. Ce jeudi 7 septembre, plusieurs équipes s'affrontaient dans le cadre de la 6e journée. Dans le groupe E, Madagascar et l'Angola ont fait match nul. Aucune des deux équipes n'est parvenue à trouver le chemin des filets. Match nul également pour la rencontre Algérie-Tanzanie dans le groupe F qui s'est aussi soldée sur un score de 0-0. La journée a aussi été marquée par la victoire du Ghana face à la Centrafrique dans le groupe E, score final 2-1. La victoire également de l'Ouganda qui affrontait le Niger dans le groupe F. La sélection ougandaise s'est imposée sur un score de 2-0. Enfin, dans le groupe J, la Tunisie a largement dominé le Botswana, score final 3-0. Et les matchs se poursuivent ce vendredi 8 septembre. L'Égypte affrontera l'Éthiopie dans le groupe D. Dans le groupe B, le Burkina Faso sera face à Eswatini. Et enfin, dans le groupe G, le Mali rencontrera le Soudan du Sud. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.